Vous nous attendez assurément sur le message du nouvel an du chef de l'État à la nation, un message qui sera décrypté dans les instants qui suivent par des éminents journalistes ici sur ce plateau. Il sera aussi question des sanctions au sein du Parti congolais du travail où 81 membres environ sont sanctionnés pour indiscipline. À suivre également la situation confuse qui a marqué la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Tout au début de la semaine. Comme annoncé, nous aurons à passer au crible toutes ces préoccupations énoncées avec des éminents journalistes sur ce plateau. Je l'ai dit, dans la plupart viennent pour la toute première fois sur ce plateau, dans cette émission Point de presse. Il s'agit donc, ici, nous avons à l'extrême droite Joachim Banja, il est le directeur de publication du journal La Semaine africaine, Joseph Bitala Bitemo, journaliste, Ernest Blanchard-Guimy, chroniqueur politique au journal Le Patriote, Juste Ibombo, politologue, Asie Dominique de Marseille, il est journaliste à Télécogo, et enfin, Elie Smith. Voilà donc présenter l'architecture de cette émission que nous allons commencer tout de suite par cette information. Le président de la République, conformément à la tradition, s'est adressé le 31 décembre dernier à la nation. Dans son message, Denis Sassou Nguesso a évoqué la situation en Centrafrique où 6 soldats congolais en mission de paix dans ce pays sont tombés au champ d'honneur, selon le terme approprié à l'armée. L'industrialisation et la modernisation du Congo, le dialogue social, les élections de 2014 et l'éducation ont aussi figuré en bonne place dans le message du chef de l'État qui a mis en garde quiconque s'avisera à remettre en cause la paix au Congo. Comme nous l'avions annoncé, nous aurons donc à décortiquer ce message volet par volet, suivant d'abord cet extrait. Je ne saurais poursuivre cette adresse sans exprimer mon grand chagrin et ma profonde tristesse suite à la mort en République centrafricaine de 6 de nos jeunes soldats. Je présente à leurs familles respectives mes condoléances les plus émues. J'invite la nation à s'incliner avec respect devant leur mémoire. Aux soldats blessés qui sont actuellement en soins, j'adresse mes souhaits de prompt rétablissement. Aux valeureux officiers et hommes de troupe du contingent congolais, je forme des vœux de santé et de succès. À tous, je dis la reconnaissance éternelle de la République. À la communauté nationale, je voudrais ici dire que le sacrifice de nos enfants n'est pas vain. Ils étaient en Centrafrique, en mission de sécurité collective. Ils y étaient en mission de paix. Nous ne pouvions pas ne pas nous engager aux côtés d'autres États à travers la CEMAC, la CAC, l'Union africaine et l'ONU pour prendre les rôles évidents que le Congo devait y jouer. Et puis, il s'agit de la République centrafricaine, un pays dont l'histoire et la géographie nous lient si intimement, un pays dont l'implosion
pourrait avoir sur l'ensemble de notre sous-région des conséquences tragiques et fatales. Nous devons impérativement conjurer un sort si funeste. Voilà, mes chers confrères, bienvenue sur ce plateau. Vous venez donc de suivre le message du chef de l'État et cet extrait qui parle de Bangui. Alors d'abord, première question, comment avez-vous trouvé ce message? Est-ce que ce message a-t-il comblé les attentes des populations congolaises? Joachim Banja. Merci bien, mon cher Obardi. Merci pour votre invitation à cette tribune dominicale. Alors, est-ce que le message a répondu aux attentes des Congolais? Il faut quand même dire il faut préciser d'ailleurs que c'est un message de vœux. Et donc, un message de vœux, on l'apprécie suivant ce qui est dit. Dans ce message, le chef de l'État a rendu hommage à nos jeunes compatriotes qui sont tombés en Centrafrique. Je crois qu'il était temps de le faire à ce niveau, puisque nos troupes sont en Centrafrique, pas par leur propre volonté, mais par la volonté de la République. Et que donc, quand il y a des tombées, la République doit leur rendre hommage depuis le haut sommet. On voit ailleurs, ceux d'autres cieux, n'allons pas loin, prenons le cas de la France, où dès qu'il y a un soldat qui est tombé dans un théâtre d'opération à l'extérieur du pays, on voit toute la République, à commencer par le chef de l'État, rendre hommage aux soldats tombés. Donc là, le président de la République a accompli un acte, j'allais dire, consolidant l'unité nationale. Deuxièmement, il y a beaucoup d'autres points qui ont été abordés là-dedans. J'ai dit message de vœux. Donc je crois que le président de la République a réaffirmé sa volonté de concrétiser les conclusions du Comité national du dialogue social, donc ce qui doit réjouir les fonctionnaires de l'État. Il a réaffirmé son choix, l'axe du dialogue. Il a appelé la classe politique à la responsabilité. Il a souhaité que les prochaines élections locales se déroulent dans la transparence, dans la paix. Donc je crois quand même que par rapport aux points abordés, on peut dire quand même qu'il y a pas mal d'attentes qui ont été comblées. Merci bien, Joachim Banja, Avidoum de Marseille. Bon, moi je crois que le message de l'État de la nation est un devoir prévu par la Constitution. Et ce devoir n'oblige pas le chef d'État à combler l'attente de la population, mais plutôt à dire, malheureusement pour la population ou heureusement, le chef d'État est libre de choisir les sujets et qu'il faut aborder. Et il est souvent court, et pour un temps court, il faut des sujets précis qui puissent essayer un peu d'étayer l'actualité ambiante, et c'est ce que le chef d'État a fait. Donc on ne peut pas attendre le message pour dire qu'il a comblé nos attentes, parce que nous pouvons avoir des attentes qui ne sont pas dans l'axe du président. Or, il est libre dans son message de choisir l'axe de son action, parce que, évidemment, on lui laisse ses champs libres. C'est un message de vœu qu'on ne se trompe pas, que tel homme politique, tel enseignant, tel militaire, bref, tel citoyen que vous ne dites pas que je n'ai pas trouvé mon compte, parce qu'il n'y a pas des axes définis par le chef de l'État, pour que le chef de l'État passe par là. Il est libre et la loi lui donne l'autorisation de s'exprimer librement. Les vœux, oui, mais dans ces vœux, il choisit des thèmes et qui sont abordés et que chacun puisse se retrouver. En fait, c'est à nous de nous dire, le message du chef de l'État, nous l'apprécions, mais quand on se dit, il a comblé mes attentes à moi, mais c'est par avant, par excellence qu'il est passé sur le sujet que vous l'abordez, mais très bien, donc il a comblé vos attentes. C'est au chef d'État de s'adresser à la population et à nous de s'accommoder à son message. Il n'y a pas de dire, écoutez, moi j'avais besoin de ça, qu'il lui dise non, parce que la liberté de choisir les thèmes qu'il devrait aborder. C'est une façon de dire que le message de vœu est différent avec celui de l'État de la nation. Voilà, c'est un état de vœu comme il s'appelle un élève hors sujet. Voilà, merci bien à Dominique de Marseille pour toutes ces précisions. Joseph Bitalabitemo, justement, alors on vous accorde la parole pour la toute première fois. Vous donnez votre avis par rapport à ce message du chef de l'État. Je vous remercie infiniment de m'avoir associé donc à cette réflexion et je me réjouis de ce que ce soit la première fois que
j'arrive sur ce studio qui est très somptueux, il faut le dire. Et pour revenir donc à nos moutons, pour parler comme dans la rue, eh bien, je dirais que c'est un rituel qui a été respecté. Et que pour un message de vœux, il est tout à fait normal qu'on pose un regard rétrospectif sur l'année écoulée et qu'on essaye de faire des projections sur l'année qui arrive. C'est pour cette raison que nous constatons que dans ce message, le chef de l'État a fait une synthèse de l'actualité de 2013. Et c'est une proportion absolument justifiable pour quelqu'un qui se trouve aux affaires, et ce n'est pas une invention du président de l'administration des Sceaux. Vous comprenez bien que c'est un rituel pratiquement planétaire, que le chef de l'État s'adresse à ses concitoyens pour leur donner une vision de l'année qui arrive. Et là-dessus, j'ai eu déjà l'occasion de le dire, je dirais que l'intensité du débit et peut-être même le champ lexical de ce discours épouse un peu les événements de l'année écoulée. Et à mon avis, il est sous-tendu sur une espèce de carotte et du bâton. La carotte tout simplement parce que le président a essayé de professer, de mettre en pratique la main tendue par rapport au dialogue social, mais aussi le bâton, parce que vous avez constaté que, et c'est là où se trouve le regard du politologue ou du journaliste, il y a une espèce d'allusion pour décrypter ce message. La première allusion, c'est lorsque il lie un peu le geste à la parole, quand il lève le petit doigt pour indexer et pour parler de quoi? Pour parler de cette terrible commotion des années de sang qui ont caractérisé les années 90. Et bien aussi pour parler, ça c'est l'allusion absolument formelle de la ville qui a eu la peur le 16 décembre. Et bien le message a été clair pour le chef de l'État. Il n'est pas question aujourd'hui de faire lézarder l'édifice public qu'il a déjà mis en place avec la paix. Mais la paix sans laquelle rien n'est possible. Et c'est pour cette raison que dans cette même allusion, dans la lecture du journaliste, on peut constater que ce qui s'est passé le 16 décembre, c'est quelque chose d'absolument répréhensible et qu'il ne faut pas recommencer. Le message est assez clair à ce sujet. Maintenant, pour ce qui concerne le dialogue social, il y a des choses qui ont été promises en 2013. Est-ce qu'elles ont été réalisées? Est-ce qu'elles ont été plus ou moins abordées? Le président dit ceci. Il y a eu des discussions en 2013, il y a eu des écueils, mais nous progressons avec un pacte qu'il a déjà établi entre lui-même et les Congolais. De l'autre côté, il y a un autre pacte qui n'est même pas un pacte, qui est plus qu'un pacte, qui est un projet de communauté politique et d'une vie démocratique, c'est la paix. Moi, j'ai eu l'occasion de suivre le discours du chef de l'État, le discours de la nation. Je me suis amusé un jour de calculer dans le champ lexical combien de fois il a prononcé le mot de paix. Dans le discours à la nation, je dirais même sur l'état de la nation d'il y a 2 ou 3 ans, il a utilisé 102 fois le mot paix. Vous imaginez à quel point le président est attaché à ce précepte, combien il est possible de s'attacher à ce que les Congolais eux-mêmes aient établi, à cet édifice public qui aujourd'hui se trouve être la piste fondamentale pour 2014. Je crois qu'à ce niveau-là, ce qui s'est passé le 16 décembre doit servir de leçon, parce que le président, lorsqu'il a levé le petit doigt, a dit c'est tout le monde qui est concerné, il va falloir faire très très attention et qu'on ne revienne pas sur eux. Nous allons y revenir, voilà. Joseph Bitala-Vitemo. Voilà, merci bien. Alors, quel est le regard du politologue Jussi Bambo? Merci, merci Asie, et merci Emery, et bon, je profite pour souhaiter une bonne heureuse année nouvelle à tous les auditeurs et téléspectateurs de Amen TV. Bon, le regard que j'ai sur le discours, je vais aborder un peu dans le même sens, très rapidement. C'est-à-dire que je me suis aussi amusé, peut-être pas amusé, mais j'ai suivi avec attention, et le président a cité le mot combat à plusieurs reprises. Moi, c'est le mot combat qui m'a le plus interpellé. Combat, nous savons que c'est une lutte. Et il a dit le combat essentiel des Congolais, c'est le développement. C'est le combat qui n'a ni trêve ni repli. C'est le combat de toutes les années. C'est le combat de tous les temps. Donc il a cité à plusieurs reprises ce mot combat. Combat contre quoi? C'est ça la vérité. Le combat contre la pauvreté. Le combat du Congo aujourd'hui, c'est le combat contre la pauvreté. Et à la fin de son discours, le président lui-même,
il trouve comment est-ce qu'on peut faire pour vaincre, je vais dire, ce fléau qu'on appelle la pauvreté. Il a dit, mutualisons nos efforts. C'est-à-dire que je me dis, si les Congolais ne sont pas rassemblés, si les Congolais ne sont pas unis, comment est-ce que nous allons vaincre la pauvreté? Parce que tout le reste n'est qu'accessoire. Tout le reste n'est qu'accessoire. Tout le reste, je vais dire, ce ne sont que des bavardages de bas étage. Parce que l'essentiel pour les Congolais maintenant, c'est le mieux vivre d'ailleurs. D'ailleurs, le chemin d'avenir, c'est quoi? L'ambition du chemin d'avenir, c'est de susciter ce qu'on appelle le mieux vivre et le mieux être. Comment atteindre cette ambition qu'il y ait le mieux vivre et le mieux être des Congolais? En combattant contre le sous-développement, contre la pauvreté. Voilà donc moi ce qui m'a interpellé, ce qui m'a cliqué dans ce discours. Et tout le reste, ce n'est que, je vais dire, des petites façades. Parce que, pour qu'il y ait vraiment une paix, c'est vrai que le président est revenu sur la paix. La paix, elle est majeure, mais on a eu un combat contre la paix dans notre pays, un combat pour la paix. Qu'est-ce qu'on a fait, le combat pour la paix? On a eu les Frédéric Binsarmou qui se retrouvent au cabinet du chef de l'État. On a eu les Kolila qui se retrouvent dans le gouvernement. On a eu les Madame Mounari qui se retrouvent dans le gouvernement. C'est un combat contre la paix. C'est-à-dire que le président a tendu la main pour que chacun des Congolais... Un combat pour la paix. Excusez-moi. Un combat pour la paix. Un combat pour la paix. Merci, Joachim. Donc le combat pour la paix, on l'a plus ou moins vaincu. Plus ou moins gagné. Même si c'est quelque chose qu'on doit toujours, mettons, préserver. Maintenant, on a un autre combat. C'est le combat que le président, je crois dans son message, qui a eu à dire, c'est le combat pour le développement de notre pays. Et pour cela, je profite pour dire, le président a lui, comme il a dit, mutualisons les efforts, c'est au président de la République maintenant d'appeler à côté de lui toutes les énergies agissant de notre pays pour qu'ensemble, parce qu'aujourd'hui on appelle les Chinois, mais les Chinois ne construiront jamais le Congo. Ce sont les Congolais, ce sont les fils congolais, les filles du Congo qui vont construire le Congo. C'est au président de la République, en tant que président de la République, non pas président d'un parti, parce qu'on a tendance à mélanger un peu les choses. On dit camarade président, non. Une fois que le président est élu, c'est le président de tous les Congolais. Il ne peut être otage d'un clan, d'un parti politique. Donc c'est à lui maintenant, comme il y a ce combat-là, à gagner, c'est à lui maintenant d'appeler autour de lui toutes les énergies agissantes pour qu'on puisse vaincre ce mal actuel qui est le sous-développement. Voilà, merci bien, Jussi Bombo. Nous sommes ici en train de vouloir éclairer la lanterne de nos téléspectateurs sur ce message du président de la République. Alors, des réactions que nous avons pu recueillir à travers la ville, d'aucuns ont pensé que le président de la République ferait mieux d'aller s'incliner en recevant les corps des soldats congolais tombés à Bangui que de le faire dans un château. Alors, quel est l'avis de Ernest Manchardini par rapport à cette question? Bon, moi je crois que le formalisme, généralement, nous retarde pour rien. Il faut plutôt chercher à aller à l'essentiel. La reconnaissance nationale, ce n'est pas parce que le président est parti se recueillir devant les morts. Déjà, il y a eu une cérémonie qui était organisée, je me rappelle, au sapeur-pompier. C'est une cérémonie symbolique organisée par des hautes autorités de ce pays, donc les représentants personnels du chef de l'État. Alors, moi, je crois qu'il ne faudrait pas s'attarder à ce qui va juste maquiller une situation qui est douloureuse et dont la douleur se sent même quand le président commence un message aussi sérieux que celui de vœux. Il commence par ça. Vous voyez combien de fois la personne tient à ce qui s'est passé. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Congo est en réalité en train de payer les prix de la solidarité vis-à-vis d'un État qu'il soutient d'abord du point de vue financier et ensuite du point de vue de la logistique. On sait qu'en dehors des soldats qui sont là-bas, le Congo c'est parmi les États qui ont à un certain niveau financé les retours de la paix en RCA, et ça va toujours se poursuivre. Donc dire qu'il fallait qu'il parte s'incliner, oui, chacun est libre de dire ce qu'il veut, mais je crois que l'essentiel c'est la reconnaissance de la nation, l'hommage de la nation à travers la première personnalité qui dirige le pays, le président de la République. Voilà, cette opinion fait allusion au geste fait dernièrement par le président Hollande qui est allé accueillir les corps de 2 soldats français tués à Bangui. Elie Smith, votre avis? Oui, sur le chef de l'État. Justement. Oui, moi j'ai fait une petite comparaison avec d'autres
État francophone. Hein. J'ai regardé le discours du président du Cameroun. Ce n'est pas entièrement francophone, mais en majorité. Et j'ai aussi essayé avec celle du Sénégal, qui est quand même l'exemple de la démocratie en Afrique francophone. Et j'ai aussi vu celle du Mali. Et j'ai comparé avec celui du président Sassou. Je pense que celui du président Sassou est, on va dire, moyenne. Parce que, contrairement à ce qu'on va dire, que premièrement, j'ai trouvé dans son discours d'abord l'honnêteté. Sur le plan, par exemple, de l'éducation, il a reconnu que l'année de l'éducation qui vient s'écouler était un échec, et un homme honnête, humble. Avant d'y arriver... Oui, vous voulez qu'on se focalise d'abord sur Bangui. D'accord. Bon, oui. Bon, sur Bangui, je trouve que c'est tout à fait normal. Hein? Il a rendu hommage. Je sais que le Congo, c'est un pays francophone. Tout ce que la France fait, tout le monde veut faire la même chose. Je pense d'abord, l'État a déjà rendu hommage à ces gens tombés à Bangui, mais je dois aussi souligner que le ministre Basile Ekebe a fait quelque chose d'extraordinaire que je trouve qui est bien, qui a amené les journalistes congolais là-bas pour voir l'effort que le Congo fournit en République centrafricaine. Et qu'est-ce qu'on a constaté là-bas, et ce n'est pas notre invention ici, c'est que les militaires, ils n'ont pas de gilet pare-balles, ils n'ont pas de casque, donc c'est des choses que, bien sûr que le Congo est en train de déployer des moyens, le président de la République reconnaît, il faudra aussi quand même que ceux qui ont la charge de mettre en pratique les recommandations de l'État doivent la mettre en pratique, parce que vous avez vu les militaires là qui se plaignaient qu'il n'y avait pas de gilet pare-balles. Ce n'est pas parce que le gouvernement ne les donne pas, le gouvernement met les moyens. Joachim Banza était là-bas, il a vu, le gouvernement met les moyens. Pourquoi ces militaires là n'ont pas de casque? Pourquoi ces militaires là n'ont pas de gilet pare-balles? Donc voilà un peu, je crois que le président doit voir à tout cela, parce que comme c'est lui le chef de l'État et le chef du gouvernement, et sur le plan même quand il parle du dialogue, je pense que le dialogue là maintenant doit aller au-delà de ce qu'on appelle souvent les partis politiques dits modérés. Il faut que le chef de l'État maintenant prenne les choses en main et élargisse ce champ, que tous les Congolais doivent être inclus dans ce qu'on appelle le dialogue. Je crois que c'est mon collègue, le politologue, qui disait tout à l'heure que pour qu'un pays puisse progresser, il faut avoir ce dialogue. Il a donné l'exemple de la main tendue que le président a fait avec un certain Frédéric Bissambou, qui a fait une guerre ici, qui a tué les gens massivement, mais aujourd'hui, on a ouvert la main, il est dans le gouvernement, il a parlé, c'est encore le politologue qui a parlé de Mme Monari ou M. Pierre Mabiala et les autres qui sont au gouvernement aujourd'hui. C'est la main tendue. Une nation doit toujours ouvrir à ses enfants, quel qu'en soit ce qu'ils font. Je crois que c'est une bonne chose. Et quand il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de paix, il n'y aura pas de développement. Merci. Oui, Jocelyn, vous voulez ajouter? Oui, je voulais bien ajouter un peu deux choses. À propos de l'hommage à nos soldats, je crois que c'est très important. Vous savez que, d'ailleurs, ça commence par l'information. Il faut que notre force publique apprenne à communiquer. Parce que quand il n'y a pas d'information, c'est la rumeur qui prend la place. Et tel que nous sommes là, nous savons tous les rumeurs qu'il y a eu au fur et à mesure de ces décès. Et ces rumeurs-là ne sont pas pour honorer nos autorités. Voyez-vous? Parce que, pourquoi rumeur? Mais parce qu'il n'y a pas d'information. Vous voyez que, au début, nous nous comparons à la France, mais vous savez, on ne prend que l'exemple. La France, bon, c'est un pays qui a un peu plus d'expérience, parce que c'est un vieux pays de démocratie, et tout. Nous n'allons pas inventer autre chose. Mais quand un soldat français tombe dans un théâtre d'opération à l'extérieur de la France, vous voyez que les médias parlent, donnent l'information. On a même l'impression que c'est une situation planétaire. Un soldat qui tombe. Le Congo paye un lourd tribut en Centrafrique. Mais l'opinion internationale a l'impression que c'est plutôt la France, pour des soldats qui sont tombés. Donc quand même, la première chose de ça. La deuxième, c'est celle que vous avez évoquée. C'est complexe, c'est vrai, chaque fois qu'on parle de l'armée, c'est pas pour dénigrer le travail qui est fait. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais je vous assure, comme Elie l'a dit, j'étais à Bangui. Bon, il y a une chose qui vous frappe, et ça ne peut pas ne pas vous frapper. Quand vous voyez le soldat français
avec son équipement. Et quand vous voyez le soldat africain, je dis d'abord africain, vous voyez déjà la nette différence. Vous voyez déjà une grande différence. Bon, c'est vrai que le soldat français vient d'un pays développé, prenons les choses comme ça là, et que l'Africain vient d'un pays en voie de développement. Bon, prenons les choses comme ça là. Mais mon cher Robardi, quand on côtoie maintenant nos jeunes soldats qui sont là-bas, les complaintes, parce que les pauvres ils ne peuvent pas les dire, ils n'ont pas de gilet par balle, ils n'ont pas de casque, ils n'ont pas l'équipement de base, les jumelles, l'équipement de base. Bon, je crois quand même que ça, est-ce qu'on va dire que c'est les moyens qui manquent? Est-ce qu'on va dire que dans la stratégie de notre armée, ces instruments ne sont pas nécessaires? Je n'en sais rien. Mais quand même, nos soldats, je crois que pour l'opération à Bangui, les soldats considèrent que c'est des équipements de base. Donc il serait souhaitable que de ce côté-là, le gouvernement, la force publique, fassent l'effort de mettre nos soldats dans des conditions de travail quand même adéquates, acceptable, même si ce n'est pas au niveau de celle de la France. Donc voilà ce que je voulais verser un peu. Merci, Dominique de Marseille. Je crois qu'il y a la critique, l'observation qui a été faite par un téléspectateur à bien sa place. Le président de la République est le chef suprême des armées. Vous savez, le poids de l'image, vous êtes communicateur, vous êtes journaliste, est fondamental dans l'appréciation des gestes. Si l'empire de l'État avait permis qu'il parte, s'incliner devant ses soldats, ça aurait fait un plus que de le voir seulement les honorer debout, là, à la grande place de la République, je veux dire, à la grande loge de la République. Là, c'est une image forte. Aller là où les cercueils sont alignés, s'incliner, ça aurait pu donner une autre image en tant que communicateur. On aurait pu le conseiller au chef de l'État parce que l'effet image aurait joué sur le chef de l'État qui est descendu plus bas, aller accueillir ses cercueils et s'incliner. Ça, c'est le travail du journaliste qui fait que l'image a un impact formidable sur la communication. Et que le président devait aussi le répéter dans son message parce que le message est une obligation constitutionnelle dans laquelle cette obligation fait allusion aux événements immédiats. Et ça, c'est un événement immédiat. Quant à l'armature de nos soldats, je ne pardonne pas ça à la République. Le Congo est la première puissance de la sous-région. La première puissance économique de la sous-région, à tel point que le Congo subventionne même l'État centrafricain. Nous sommes aujourd'hui par rapport au classement de l'Union monétaire internationale et de la Banque mondiale, le Congo est le pays émergent de la sous-région. Donc si chaque sous-région a son grand pays, le Congo est en tête, économiquement en tête. Le Congo arrive à donner de l'argent, c'est le Congo peut bien équiper ses soldats. On ne pardonnerait pas ça à l'Europe, on ne mettrait pas des gants pour dire, on envoie les enfants devant le feu, on devrait les équiper. Ne demandez pas d'aller affronter le feu sans avoir les éléments pour se prémunir de la contre-attaque. Et les jumelles, et les casques, et les gilets sont des éléments absolument de première main pour un soldat qui va en guerre. Et quand on fait la comparaison avec les soldats français, évidemment, je ne vais pas appeler ça, l'image est tellement frappante et puis désarticulant qu'on voit, voilà, ce sont les Africains, voilà, ce sont les Occidentaux, ou disons les Français. Nous avons quand même un pays sérieux et quand on envoie les enfants devant le feu, il faut le faire. Et cette critique, nous la faisons aux responsables militaires qui comprennent que la presse doit contribuer à l'émancipation, à l'évolution de la société. Par ces critiques, notre métier, c'est la critique. Leur métier, c'est les arts. Et chacun choisit son métier. Laissez-nous faire le nôtre parce que demain, quand on n'interprète pas que voilà, pendant les vœux de la nation, les jeunes sont revenus. Mais c'est un sujet important. Vous aviez été à Bangui, c'est normal que vous rendez compte à la population, vous avez été à Bangui. C'est notre rôle que de rendre compte. Et quand on rend compte, quand il y a un point saillant, eh bien on ne saute pas ce point saillant, sinon on n'aurait pas fait notre métier, s'il vous plaît. Merci bien, Dominique de Marseille. Alors, Joseph Bitala Bitebo, le président a tenté de justifier l'engagement du Congo aux côtés des autres États de la CEMAC à Bangui, en Centrafrique. Alors, pour le regard du journalisme, en quoi l'engagement du Congo serait-il impérieux? Je pense que j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Le Congo participe donc à cette opération qui se déroule en Centrafrique parce qu'elle est liée par l'histoire et liée par la géographie. Le président l'a dit dans son message. Mais j'ai aussi eu l'occasion de dire que c'est un geste de droit qui s'accomplit parce que c'est une résolution des Nations Unies qui légalise la présence de ces troupes là-bas.
Mais sur le plan plus ou moins tactique, je constate qu'il y a beaucoup de problèmes. Parce que nous sommes là devant une communauté guerrière, ou devant une guerre qui commence à virer à une guerre confessionnelle, où nous avons des anti-Balaka contre les Séléka, et puis au milieu il y a la MISMA, il y a les forces françaises. Alors dans un tel sandwich, je crois que ce n'est pas facile de s'en tirer. Et je peux comprendre facilement l'émotion qui a suscité un peu la perte de 6 soldats congolais. Mais nous sommes là devant une situation de guerre. Et que lorsque nous allons dans une situation de guerre, il faut s'attendre à tout. Maintenant, les réactions qu'il y a eu au niveau de l'opinion, puisque les confrères parlent ici d'une espèce de démission du côté de l'exécutif parce qu'ils n'ont pas peut-être honoré suffisamment la mémoire de nos soldats tombés, mais je crois que le président a dit l'essentiel. Regardez dans ce discours, du point de vue de l'occupation lexicale, c'est pratiquement le tiers du discours qui est consacré à cet événement-là. C'est pour vous dire que du point de vue de la valorisation sur le plan communicationnel, c'est très important. Le président a capitalisé cet événement. Cela ne consiste pas simplement à aller s'incliner ou comme on fait chez les autres, mais le président, à partir du moment où il a cité, il a consacré une partie importante du poids lexical de son adresse à la nation, je pense que c'est une mise en valeur qu'il ne faut pas négliger. Voilà, merci bien. Nous allons avancer. Deuxième volet de ce discours, volet éducation. En 2014, je prends l'engagement, au nom du gouvernement, que cette œuvre importante et exaltante de la marche du Congo vers l'émergence sera poursuivie avec davantage d'ardeur et de détermination. Il s'agira, puisque l'école est le berceau de la République, de redonner au cours de cette année, en termes d'investissement public, la priorité à ce secteur, en prenant en compte, cette fois-ci, l'ensemble du système éducatif, enseignement fondamental, enseignement technique, formation qualifiante et enseignement supérieur. Voilà. 2012, c'était l'année de la santé, 2013, année de l'éducation, 2014, le président réitère encore année de l'éducation, et pourquoi cela? Il y a une justification à ce niveau? Élise Biefort. Oui, j'ai voulu dire tout à l'heure, vous m'aviez dit on va aller à 2. Moi j'ai voulu, je insiste, j'ai fait une comparaison avec notre chef d'État. Bon, je parle par exemple du Sénégal. Par exemple, le président sénégalais a parlé avec des chiffres à l'appui. Bon, ce n'est pas parce que c'est le Sénégal qui a fait, mais ça aide un peu à aiguillonner. Si le chef de l'État relance encore l'éducation cette année, je trouve qu'il est honnête, parce que l'année passée, ça a été un échec cuisant. Et cette fois-ci, il le fait dans sa globalité. Par exemple, si je veux comparer, par exemple, avec le cas du Sénégal, Macky Sall a parlé ils vont mettre un budget de 500 millions ou 1500 milliards pour qu'un étudiant, un ordinateur, et ils vont construire 200 écoles. Et puis maintenant, revenons pour faire la comparaison chez nous, est que, bon, on dit qu'on veut être émergent. D'abord, l'émergence, ça ne se décrète pas, hein. Il y a des choses qu'on met. D'ailleurs, les pays qui vont émerger bientôt, on les connaît. On connaît la BRICS, maintenant ce qu'on appelle la mine qui est Mexico, Indonesia, Nigeria, Turquie. Voilà les pays qui vont émerger, donc on ne décrète pas. Maintenant, si vous voulez devenir émergent, il faut avoir les bonnes écoles. La partie technique aussi, comme il appelle l'enseignement professionnel. Donc je pense que le président a très bien fait et que si vous n'avez pas de bons étudiants, l'école n'est pas bonne. Aujourd'hui, vous voyez, on a les écoles, par exemple, à Aneto, j'en prends un peu comme une cobaye, une classe de 150 personnes avec un seul enseignant. Vous avez eu le cas d'un monsieur qui est venu de Ngo, une dame qui est venue de Ngo, un professeur qui enseigne toute une classe de classe 1 jusqu'en terminale. C'est inadmissible. Donc, je crois que le chef de l'État revoit encore sa mécanique
pour que, moi je pense encore qu'il faudra que cette fois-ci, quand on nomme les gens au secteur clé comme l'éducation, ça doit être les gens vraiment qui prennent l'éducation à cœur, qui ne transforment pas ces ministères stratégiques en un strampontin politique, ils transforment ça les institutions politiques. Donc je pense que, je félicite le chef de l'État qu'il a été honnête, parce que c'est un homme qui reconnaît les échecs et qu'il a donc vu que ça a échoué. Donc maintenant je relance et je pense dans toute sa globalité. Merci bien, Elie Smith. Alors, Ernest Bachar-Dimi, partagez-vous le même avis que Elie Smith qui pense que l'année 2013 a été un échec en matière de l'éducation? Je crois que ne pas le reconnaître serait quand même faire preuve à un certain niveau d'hypocrisie, parce que c'est la seule année, paradoxalement, au cours de laquelle on a frôlé l'année blanche, et avec toutes les conséquences qu'il y a eu au niveau des examens d'État, le baccalauréat, les BPC, on sait ce qui s'est passé. Et je crois que le président Sassou va normalement proposer la version améliorée de sa stratégie de développement du secteur éducatif après l'échec de ce qui s'est passé l'année passée. Et je crois que le premier problème, ce serait d'abord de revoir, si possible, qu'est-ce qui a fait que ça ne puisse pas marcher l'année passée et qu'est-ce qui a poussé qu'on élargisse cela aux études supérieures, parce qu'on voit que sans que ça soit décrété pour l'enseignement supérieur, nous avons vu qu'au niveau de l'université, il y a quand même quelques avancées qui sont en cours. Les amphithéâtres sont en chantier. Bon, une université est en train d'émerger à Kintélé. Bon, il faut peut-être mettre un accent particulier encore sur ce secteur pour essayer un peu d'être au diapason de certains États qui aspirent aussi au développement de ce secteur. Mais les problèmes des hommes également devraient se poser. Je crois qu'un accent particulier devrait également être mis sur ça, puisqu'aujourd'hui ça devient comme un slogan dans tous les discours. Chacun arrive, non, c'est l'année de l'éducation, sans même savoir ce que ça veut dire. Je parle notamment de ceux qui sont chargés de mettre en musique cette décision, cette vision du président de la République. Nous sommes dans un pays où c'est vrai, le président, c'est lui qui est le seul qui répondra devant les Congolais sur ce qu'il aura fait, mais il a des soldats, des ministres qui sont là pour l'accompagner. Et aujourd'hui, quand le président relance cette hypothèse de l'année de l'éducation en élargissant à l'enseignement supérieur, je crois qu'il reconnaît en filigrane que les ministres qui sont là apparemment n'ont pas comblé ses attentes, et notamment les attentes des Congolais. Donc en réalité, s'il y avait réellement un mouvement politique, un mouvement technique, un réaménagement technique, on pouvait avoir une certaine idée, peut-être sur le potentiel de départ, parce que quand on a 37 ministres et qu'on cible quand même dans un moment comme ça vos départements, ça prouve qu'on est quelque peu dessus de vous. Mais quand le président le dit, il ne fait que répercuter ce qu'il entend et ce qu'il voit des Congolais. Donc peut-on dire ici que le système éducatif congolais est moribond? Bon, je ne comprends pas trop le sens de ce mot, mais je crois que nous sommes tous... Bon, justement, nous allons prendre une illustration. Nous avons en ligne un professeur d'anglais au CG de Ngo, dans le département des Plateaux, et qui nous fait part de difficultés auxquelles ils subissent là-bas au CG de Ngo. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes enseignant, professeur d'anglais au CG de Ngo, n'est-ce pas? Oui. Alors, comment vous vous portez? Je me sens un peu bien, mais sauf que sur le plan du travail, c'est un peu difficile pour nous. Alors, vous êtes enseignant au CG de Ngo. Le CG de Ngo, c'est dans le département des Plateaux. Combien de professeurs comporte cette école, le CG de Ngo? Le CG de Ngo compte 10 professeurs. Nous avons 10 professeurs. Et combien de professeurs d'anglais? Je suis l'unique professeur d'anglais et j'évolue avec 10 classes pédagogiques, soit à 2 vagues opposées. Je travaille de 7h à 17h. Alors, comment arrivez-vous à concilier toutes ces classes et toutes ces catégories? Et alors, donc, nous avons 2 vagues opposées. Je commence de 7h à 12h et de 12h30 à 17h30. Et j'évolue avec tous les niveaux, donc tous les 10 classes pédagogiques. Est-ce que la situation est-elle similaire pour les autres disciplines? Oui, nous avons les mêmes conditions
quelques professeurs d'histoire géo vu la même situation, de professeurs de français également. Voilà. Est-ce que vous en avez fait état aux responsables locaux de cette localité, bien entendu? Effectivement, dans nos rapports, nous avons eu à signaler maintes fois aux autorités, et quand je parle de rapport, il s'agit de DEPSA, mais avec les autorités locales, oui, nous en parlons toutefois avec monsieur le maire, qui passe souvent nous visiter, mais avec les autres tels que les députés, pas encore parce que jusqu'à l'heure, il n'a pas encore fait une descente parlementaire. Alors, quel est le message que comptez-vous lancer à l'endroit des responsables des pouvoirs publics? Aux responsables, tel que j'ai déjà donné mon emploi du temps, où cela est très très difficile pour moi de pouvoir travailler en général pour nous, d'évoluer dans cette situation. Nous lançons un cri d'alarme auprès des autorités afin qu'ils puissent regarder notre situation. Sinon, pour nous renforcer. Alors, s'il n'y a pas un renforcement, ce serait très difficile pour nous de terminer l'année dans de telles conditions. Et dans des années à venir, ça sera encore plus criard que ça. Voilà, 10 professeurs pour tout un collège aussi grand que celui d'Ongo, un seul professeur d'anglais. Alors, à Gidoum de Marseille, il y a de quoi à subir un AVC, non? Bon, je crois qu'on ne mettrait pas de gants pour dire que le système éducatif congolais est moribond. De toute façon, il calme le ventre par terre. Il roule le ventre par terre. Il roule le ventre par terre. Écoutez, demandez à chaque... Moi, je dis, quand nous sommes sur un plateau, rendez service à la nation en disant la vérité à la nation. On n'a pas l'occasion de rencontrer le ministre de l'Éducation ou le gouvernement, ou encore le chef de l'État, mais quand on est devant un plateau, c'est une invitation des chefs de l'État sans passer par le protocole. Alors il faut dire des choses telles qu'elles sont. Demandez à chaque préfet s'il a pu faire la ronde de son département et qu'il décrive avec honnêteté dans ses fiches l'état de délabrement très avancé de nos écoles. Là, il parle de Ngo, nous sommes à moins de 300 km de Brazzaville. Voilà l'effectif. Mais allez-y au plus bas, allez-y sur les écoles du couloir. Le couloir, c'est ce fleuve qui va jusqu'à Moussaka, le couloir. Prenez les régions, Cuvette Ouest, Lassanga. Allez-y voir là où est l'enseignant de Bétou, qui fait comme des kilomètres à pied d'abord pour venir prendre la pirogue, et comme des kilomètres sur l'eau pour venir toucher son salaire, à une fois de repartir enseigner. Dans des petits villages où, s'il n'y a pas la pirogue, il peut passer 6 mois. S'il n'y a pas l'eau, il peut passer 6 mois sans toucher son salaire. Allez demander si cette école, du CP1 au CM2, il y a combien d'enseignants? Un seul enseignant. Il faut être un monstre pour accomplir pareille fonction. Et moi je dis les enseignants, c'est des monstres qu'on a fabriqués, qu'on a envoyés là-bas. Comment voulez-vous que dans un cas de terminale C, nous sommes à Evo, il n'y a pas un professeur de mathématiques. Quand vous voulez donner un cas de terminale D, il n'y a pas un professeur de biologie. Les matières de base. Les Congolais préparent quelle génération? Lesquels vont remplacer les présidents sociaux et les autres demain? Est-ce que c'est des Congolais qui sont envoyés à la potence, à la potence de la civilisation? Ils vont se suicider ou vont diriger la nation? Avec quelle base? Et quand nous parlons de l'émergence, comme le chef le dit dans son discours, mais l'émergence ne peut pas se faire s'il n'y a pas des hommes qui prennent le relais. D'ici l'an 2025, combien sont morts et combien vont prendre la place des gens comme des autres? Mais ils ont été formés sur quelle base? Nos autorités n'ont pas été assises sur le sol. Aujourd'hui, nous avons, en plein 21e siècle, des élèves qui sont assis à même le sol et qui souffrent de la scoliose parce qu'ils n'ont pas de banc pour recopier leurs leçons. L'ardoise est sur les genoux, le dos courbé pendant combien d'heures? Cet enseignant de Ngo à quelques kilomètres de Brazzaville qui parle, qui rafle le matin et l'après-midi. Le salaire ne suit pas. Le salaire ne suit pas. C'est un martyr vivant. C'est grave de vivre ce genre de choses. Et ça, l'État congolais veut prendre conscience que et la santé et l'éducation sont par terre. Comme vous êtes ministre dans ce département, si vous ne laissez pas, vous ne démissionnez pas, si vous pensez faire mieux, mais là, on n'a pas encore fait mieux. Et quand le chef d'État revient, comme mon confrère l'a dit, c'est qu'il y a à boire et à manger, alors avoir à manger très salé dans ce département. Ça ne fait pas beau d'écouter que le Congo, qui est la première puissance sous-régionale, qui est devant le Gabon, devant le Cameroun, devant le Centrafrique, devant le Tchad, et des écoles dans cet État. C'est lamentable. Et c'est à nous de tirer la sonnette d'alarme. Je dis dans ce pays, si on ne parle pas, personne ne parle. Il ne coûte que celui qui parle. C'est le rôle de la presse de révéler ce genre de choses. Merci bien. Merci bien, Dominique. Alors, Joseph Bitala-Bitemo, votre avis par rapport à cette intervention? Bon, moi je serais un peu mesuré quand même.
je serais un peu mesuré parce que ce n'est pas vraiment l'hécatombe. Il faut essayer d'être mesuré dans ce sens-là. Autant il faut donner l'information, la bonne information à ceux qui nous suivent, autant il faut essayer de réviser aussi les thèmes que nous utilisons pour ne pas choquer quelques âmes. Vous comprenez bien que lorsque le président dit l'année de l'éducation nationale, c'est qu'il est parti d'un point A vers un point B. Le point A, c'était quoi? En 2013, c'était l'éducation de base et la formation qualifiante. On n'avait pas encore parlé de l'éducation nationale. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on introduit dans cette coquille de l'éducation nationale. Lorsque nous voyons l'université, je pense qu'il faut savoir allouer suffisamment de crédits à la recherche, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, aux fonds documentaires. Il y a pas mal de dispositifs qui ont été mis en place déjà sur le plan de l'amélioration de l'éducation nationale. Nous avons une GBU là, la grande bibliothèque universitaire. Mais je suis allé 2 ou 3 fois, j'ai constaté qu'il n'y a pas de fonds documentaires. Alors comment voulez-vous que si on parle de la base et que ce n'est pas bien fait, que les étudiants soient à l'aise et que même l'élite, même les chercheurs soient à l'aise pour pouvoir dispenser une éducation convenable? Mais tout est possible, le discours du chef d'État est formel là-dessus. Nous n'avons pas encore atteint l'émergence. C'est vrai que ça ne se décrète pas, même nous ne sommes pas émergents. Nous voulons réunir toutes les conditions objectives et subjectives pour en arriver là. Mais c'est un grand travail, c'est un travail titanesque qui ne se décrète pas, qui ne se fait pas du jour au lendemain. Donc je pense qu'il faut savoir mesurer quand même les choses. L'année dernière, c'était l'éducation de base et la formation qualifiante. Cette année, c'est l'éducation nationale d'une façon globale. Eh bien, attendons à savoir. Alors, M. Barigui, il y a un point important pour lequel je ne suis pas d'avis avec mon doyen et excellent confrère Bika Bitemo. Comme je viens de parler de l'éducation qualifiante et la formation de base, quand le chef de l'État décret cela, a-t-il référence de l'État dans lequel se trouvait l'éducation, les écoles du Congo en 2012 ou en 2013? Quand on prend ce niveau-là, mais la base, les universités, les belles maisons que nous avons construites, la belle université de Kintélé, mais elle prendra quel étudiant? L'étudiant qui a quelle classe aujourd'hui? L'étudiant qui a 6 par terre aujourd'hui? L'étudiant qui n'a pas de trait aujourd'hui? Mais est-ce que c'est bien de construire une université quand ceux qui vont venir dans cette université ont déjà raté leur éducation dès le bas niveau? Le problème, c'est que la chaîne part du bas jusqu'en haut. Mais si le haut est amélioré et que le bas n'est pas fait, le haut va recevoir des tonneaux vides qui sont formés ici par un guide en bas. Le problème, c'est que les écoles primaires, les écoles maternelles, dans nos régions, ne vous asseyez pas dans vos salons climatisés à Brazzaville, visitez le Congo profond, vous aurez des larmes aux yeux devant l'état de délabrement. J'insiste de nos écoles. C'est pas Brazzaville. La grande université, la grande bibliothèque universitaire qui arrive, oui, très bien, recevra mon petit neveu qui se retrouve élève à Béranjoko, qui s'assoit partout. Vous savez où se trouve Béranjoko? Qui s'assoit en français avec le Gabon, qui s'assoit par terre, dont l'enseignant, un seul enseignant pour couvrir toute l'école primaire. C'est pas un monstre que vous envoyez à Potence. C'est cet état de choses qu'il faut décrier avant qu'on parle de gros mots, les grandes philosophies qui font la grande éducation, quand déjà le B.A.B.A. est par terre. C'est ça, la base est anéantie. Et si le chef d'État peut faire la ronde du pays, où les ministres peuvent avoir le courage d'amener la presse, de filmer avec ODT sans censure, vous allez regarder et vous direz que non. Arrêtons d'abord. Commençons par ici avant de monter là-bas. Cette université à Tinteloui, elle va accueillir qui? L'enfant qui a raté déjà ses études primaires. Parce que celui qui est au collège, qui n'a pas son professeur d'anglais, vous allez l'envoyer à l'université faire quelle branche d'anglais? Celui qui est au lycée, qui n'a pas son professeur de biologie, il ira faire quelle série D à l'université? Quelle science économique? Celui qui n'a pas son professeur de maths, qu'est-ce qu'il va faire en médecine? Puisque la base est ratée. L'éducation est d'abord la base. Et quand je parle d'émergence, je ne veux pas dire que c'est décrété. Vous ne ferez pas d'émergence sans qu'il y ait des citoyens pour cette émergence. Mais les citoyens, il faut les former. Et si la base est ratée, le citoyen est raté, le Congo va coucher de quoi? On va coucher des enfants qui n'ont pas le niveau que nous avons aujourd'hui. Moi, j'ai pas été assis par terre. J'ai fait l'école normalement aussi de bons, comme le président de la République et le monde du gouvernement n'ont pas été assis par terre.
On évolue à reculant. On va au 21e siècle, les enfants sont par terre. C'est ce que je constate. Et je dis, l'école roule le ventre par terre. Merci bien, Azidou Dominique de Marseille. Alors, chers téléspectateurs, nous vous sommes très reconnaissants. Nous cessons de recevoir vos messages, en tout cas, près d'une centaine déjà. Il nous est difficile de les lire en direct, vraiment, veuillez nous excuser. Et nous allons prendre l'avis de Jossin Bandi. Alors, Jossin, le président réitérant année 2014, année de l'éducation, certainement, il a eu conscience que 2013 a été un échec, non? Vous avez la réponse dans la question que vous posez. Moi, je vais permettre un peu de faire avancer le débat en partageant évidemment les propos de mes prédécesseurs. Le débat est en tout cas intéressant. Si le président, le chef de l'État, est revenu sur l'année de l'éducation, effectivement, il a pris conscience que l'année dernière, ça n'a pas marché, ou tout au moins, ça n'a pas atteint le niveau qu'il espère. Donc, il remet, et cette fois-ci, le secteur éducatif dans son intégralité. Alors, moi, il faut permettre d'avancer, il faut qu'on avance. Pour éviter justement les erreurs du passé, Elie Smith a parlé de chiffres, que le président sénégalais a donné des chiffres. Il faut éviter ce qu'on a fait dans le passé, c'est-à-dire qu'on fait des grandes proclamations et puis finalement, au fur et à mesure du travail du gouvernement, on ne voit rien de particulier. Quand le président de la République, chef du gouvernement, donne la grande orientation que le travail de cette année, le travail du gouvernement de cette année doit mettre l'accent sur le secteur éducatif. Cela signifie quoi? Cela signifie en principe, le premier conseil des ministres qui devrait se réunir devait voir les ministres en charge de ce secteur-là faire des propositions. Donc en principe, il y a un mini-programme qui devrait sortir du premier conseil des ministres pour ne pas s'arrêter aux effets d'annonce, de telle sorte que le gouvernement lui-même dresse une sorte de constat, ce que mon cher Dominique de Marseille est en train de décrire, mais bon, lui il le fait à travers des mots très durs, mais malheureusement, la situation c'est là à l'intérieur du pays, c'est lamentable. Donc il y a comme un rapport, et à partir de là, on dresse des objectifs. On peut par exemple dire que à la rentrée scolaire prochaine, plus d'enfants congolais assis à même le sol à travers les écoles, dans les écoles congolaises. Est-ce que c'est un objectif réaliste ou pas? Que les classes dans les collèges, le primaire, ne devront plus contenir plus de 40 élèves. Est-ce que c'est réalisable ou pas? Est-ce que c'est réalisable ou pas? Que la fois passée, c'est le ministre, les enseignants soient affectés en nombre suffisant. La fois passée, le ministre de l'économie, le ministre d'État Mbongo, disait qu'on a recruté des enseignants. Bon, vous voyez que dès qu'on va à l'intérieur du pays, il y a un manque d'enseignants. Donc il faut aussi qu'on sorte de ce que Azita dit de grande philosophie. Non, vraiment, Brazzaville, la politique, se caractérise par des grands discours. La réalité est bien triste. Et je crois qu'aussi, nous sommes piégés par notre façon de faire la politique. Parce que nous avons une culture qui est telle que mieux vaut parler de ce qui va, de telle sorte que tout le monde est bien, tout le monde est meilleur, tout le monde travaille bien et tout. Et ce qui ne va pas, il faut se taire. C'est une culture un peu qu'on a développée. Non, je crois que nous, la presse, nous devons de plus en plus avoir le courage de parler de ce qui ne va pas, pas parce que nous prétendons aller prendre la place des autres, non, mais pour créer le climat qui peut faire que les gens travaillent. Parce que je suis conscient que, moi, on ne demande pas le ciel au gouvernement. Je suis conscient qu'avec les moyens, le peu de moyens dont dispose le pays aujourd'hui, il y a des objectifs tout à fait réalisables à atteindre dans le secteur de l'éducation, de telle sorte que, à la fin de l'année, le président de la République peut, en chef, donner un bilan, faire un bilan à ses compatriotes, qu'on a fait bouger des lignes, qu'on a relevé le niveau de notre secteur éducatif parce qu'il a décidé de cette priorité-là. Je crois que tout ça, c'est réaliste. Mais si on le fait tel qu'on l'a fait dans le passé, et fait de grandes annonces, après on oublie, on continue l'infrastructure de base, ainsi de suite, je suis sûr que même à la fin de l'année 2015, on pourra même répéter l'année de l'éducation, pas grand-chose ne changera. Voilà. Quel est l'avis de l'ISMIF par rapport à ce sujet? Non, le sujet, je l'ai déjà dit, parce que moi je suis parti dernièrement à Maïe,
la sous-préfète de Maïlé, Madame Lunda, lui disait là-bas immédiatement un seul enseignant à l'école, dans l'école primaire de là-bas. Bon, et quand on dit que je pense que je vais abonder le sens de mon collègue Mbanja, que les journalistes doivent maintenant parler, mais d'une manière responsable. Moi, c'est pourquoi j'ai félicité quand même le ministre des Affaires étrangères qui a mené des journalistes congolais en RCA pour qu'ils puissent voir ce qui se passe là-bas et que quand les journalistes reviennent, ils relatent le fait comme il se doit. Et que prochainement, par exemple, ici, on a souvent dit des choses. Il ne faudrait pas quand un journaliste dit quelque chose comme M. Avis de Marseille a dit tout à l'heure, qu'on ne le traite pas d'être un extrémiste. Il a dit uniquement la vérité des choses qui existent quand ça ne va pas. Dites que ça ne va pas et qu'on ne va pas vous dire, par exemple, que vous êtes des réactionnaires quand vous êtes en train de dire la vérité. Par exemple, un journaliste a le droit, je me rappelle quand même ici à MN, quand on montrait par exemple la ville de Brazzaville, que la ville de Brazzaville est sale. Ce n'était pas qu'on avait inventé quelque chose. Aujourd'hui, tout le monde qui va dans la ville de Brazzaville trouve que la ville de Brazzaville n'est pas propre. Et que quand, par exemple, à MN aujourd'hui, on parle, on décide de parler quelque chose que le chef de l'État a dit, c'est qu'on fait des analyses pour que ça puisse s'améliorer. Donc, un journaliste a la responsabilité de dire de la vérité et essayer aussi de créer. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié le discours du chef de l'État parce que j'ai trouvé que c'était honnête de reconnaître que l'éducation n'a pas marché. Peut-être Asie était un peu brutale, mais c'est comme ça qu'on fait. Il dit que l'arrêté de l'éducation n'a pas marché l'année dernière et aujourd'hui on fait dans sa globalité. Et qu'on fait aussi comme au Sénégal. Les Sénégalais ont dit ils vont mettre un budget par exemple, comment on fait avec les bacheliers. Et le problème chez nous, c'est souvent que même les bacheliers là, ils passent souvent avec les 8-4 et les 9-4. Donc il faudra qu'on voie le niveau comme Asie a dit. Donc il ne suffit pas seulement de construire par exemple, la nouvelle grande bibliothèque qu'on a. Il faudra que dedans, il y ait des livres et que les enseignants, parce que moi je n'ai pas toujours compris ce grand paradoxe, comment un enseignant qui enseigne les gens de l'avenir est mal payé qu'un militaire. Donc c'est deux corps différents. Je pense qu'on doit prendre en considération mon ami Jimmy qui disait, si vous voulez savoir un enseignant, regardez les chaussures qu'il porte, pas les chaussures trouées et trucs comme ça. Donc le président a bien fait de reconsidérer l'éducation dans sa globalité. Merci bien, Elis Miefa. L'enseignant est souvent le mal habillé, le mal chaussé. C'est la vie aussi de Ernest Bossard-Dimi. Moi, je veux plutôt voir juste un aspect particulier. Je prends un cas particulier de la grande bibliothèque universitaire. Oui. C'est un vieux projet et j'ai quelques éléments sur ses origines. Ça date de l'époque du projet, de l'époque d'Henri Ossébi, mais qui a été matérialisé sous moyens. Mais il faut maintenant savoir, est-ce que la bibliothèque universitaire, telle qu'elle a été conçue, telle qu'elle a été voulue par le président de la République, telle qu'elle a été voulue par le président de la République, comble réellement ses attentes. Nous voyons que ça ne comble pas ses attentes parce que quand vous allez dans cette bibliothèque, les livres, pour la plupart, c'est ceux qui ont été donnés par la coopération chinoise. Ouais. Alors, c'est des dons en fait. Vous savez, donc, ce qui remet à dire que nous-mêmes, on n'a pas fait un effort particulier pour accompagner cette œuvre. C'était inauguré par le président, avec le président chinois, oui, mais est-ce que le ministre qui est chargé de poursuivre l'œuvre pour que cette bibliothèque soit réellement bibliothèque grande, comme on dit, grande bibliothèque universitaire, fait réellement ce qui devrait être fait? Je crois que c'est là où il y a un problème sérieux d'hommes, il y a un problème d'hommes, et il faudrait également que, comme on dit ici, qu'on fasse assez de travail là-dessus pour qu'on dise ce qui ne tient pas, parce que, comme vous dites déjà aux gens, que là-bas, il n'y a que des livres laissés par les Chinois. Alors, je ne sais pas, notre système éducatif étant calqué sur le modèle français, vous allez avoir combien d'étudiants qui vont s'intéresser à ça, c'est bien décrit, mais il faut aussi bien accompagner ce qui est déclaré. Merci bien, Ernest Bossard-Dimi. Alors, Juste Bombo. Oui, merci. Bon, moi, je vais aborder la question un peu différemment parce que je pense qu'il y a eu un conseil de ministres qui s'est déroulé, je crois, au You, là où on a planché sur le PND, le programme, le plan national de développement. Oui. Et ce plan national de développement, on s'était empressé, le gouvernement s'était empressé de le présenter devant le Parlement pour l'adopter. Donc je dois dire que là, il y a une ligne. Si la ligne est déjà tracée, pourquoi est-ce qu'on ne suit pas cette ligne? Je crois, et je reviens encore, parce qu'il y a un maillon qui manque au niveau du gouvernement. Un maillon essentiel, c'est le maillon pour suivre
Parce qu'aujourd'hui, quand on nous parle de l'année de l'éducation, ça veut dire que, comme a dit Joachim, il y a un conseil peut-être interministériel ou un conseil de ministre spécial pour